بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence à l'université de Annaba. Énoncé. Deux charges ponctuelles de valeur Q sont fixées sur l'axe OY aux coordonnées Y1 et Y2. Montrez que le potentiel en tout point de l'axe OX est donné par Vx. Quelle est l'expression du champ électrique E sur l'axe OX comparée avec la dérivée de Vx par rapport à X? Et commentez. Quel est le travail effectué par la force électrique pour déplacer une charge du point XA au point XB? La première chose à faire, c'est déterminer la référence à partir des mots-clés de l'énoncé. Vous remarquez que d'après l'énoncé, les deux charges ponctuelles sont fixées. Donc, ce sont des charges statiques et notre unique référence possible, c'est le chapitre 1 électrostatique. Deuxièmement, vous devez vous demander, est-ce que vous allez utiliser une intégrale ou bien une somme ordinaire? Vous remarquez bien que nous avons des charges ponctuelles. Donc la distribution n'est pas continue. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'intégrale, mais elle est discontinue. Donc, vous allez utiliser une somme ordinaire. Dans la première question, nous allons montrer que le potentiel prend cette forme sur l'axe OX. Donc, le potentiel est calculé en un point M de coordonnées X, 0, 0. Notre objectif V doit être exprimé en fonction de Q, A et X. Pourquoi? Parce que le potentiel dépend de la charge qu'il a créée, c'est-à-dire les charges élémentaires Q et leur position déterminée par la coordonnée K. Le potentiel dépend aussi du point auquel il est créé, c'est-à-dire de la coordonnée X de M. La première étape, c'est toujours le potentiel total égal à la somme des potentiels élémentaires. Nous avons deux potentiels élémentaires créés par les deux charges Q1 et Q2 au point M. Le potentiel total est donc égal à V1 plus V2. Nous avons deux charges ponctuelles autour de M, donc elles vont créer deux potentiels élémentaires autour de M. Je rappelle, la première étape, c'est toujours V égale à la somme des potentiels élémentaires. Cette petite définition que vous voyez ici, c'est la clé de toute la solution. Pourquoi? Car les informations sur V1 et V2, nous allons les prendre à partir de cette petite définition. Une autre remarque très importante, c'est que si le potentiel total est créé en un point M, alors les potentiels élémentaires doivent être tous calculés au même point M. Définir le point M et les charges ponctuelles va vous permettre de bien déterminer les distances qui les séparent. Dans la deuxième étape, nous allons calculer les potentiels élémentaires qui vont être certainement en fonction des charges ponctuelles, de leur coordonnée qui est dans cet exercice A, de la coordonnée du point M qui est X. Nous allons donc utiliser la loi V est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R. Dans cet exercice, les deux charges Q1 et Q2 ont la même valeur Q. Pour déterminer la distance R, nous devons revenir à la clé.
Par définition, R, c'est la distance entre la charge qui a créé le potentiel et le point auquel le potentiel est créé. Donc R1, c'est la distance entre Q1 et M. R2, c'est la distance entre Q2 et M. Il est nécessaire d'utiliser un schéma pour trouver le R, les distances R. Mais attention, le potentiel, c'est un scalaire et non pas un vecteur. Donc, c'est faux d'essayer de représenter le potentiel dans un schéma. En remplaçant les expressions de V1, V2 dans l'expression du potentiel total V, nous trouvons V fonction de Q1 R1 et de Q2 R2. Passons maintenant au schéma. Représentant Q1 et Q2, et faites attention, même si les valeurs de Q1 et Q2 sont égales, il faut leur attribuer des indices différents. Coordonnées de Q1, c'est A sur l'axe OY, de Q2, c'est moins A sur l'axe OY. M se trouve sur l'axe OX de coordonnées X. Trouvons maintenant les inconnus Q1, Q2, R1, R2 en fonction de nos données qui sont Q, A et X. Ainsi, nous arrivons à l'étape finale, V fonction de Q, A et X. Bien sûr, d'après les données de l'exercice, Q1, Q2 sont égales à Q. R1 est égal à R2 est égal à la racine carrée de A carré plus X carré d'après le théorème de Pythagore puisque nous avons un triangle droit. Nous remplaçons ces expressions dans l'expression de V. Et enfin, voici le potentiel créé par les deux charges Q1 et Q2 au point M en fonction de Q, A et X. Comme nous l'avons déjà supposé, vous remarquez que le potentiel est fonction du point auquel il est créé, c'est-à-dire la coordonnée X, et les charges qui l'ont créé, Q1 et Q2, représentées par leur valeur Q et leur coordonnée A. Dans la question B, nous allons calculer le champ E, le comparer avec des Vx sur des X et faire un commentaire. Le chemin le plus court, c'est utiliser l'expression E égale à moins grade V, c'est-à-dire dériver le potentiel, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser cette expression puisqu'on nous demande après de calculer des V, de comparer avec des V sur des X. Définissons notre objectif. C'est le champ au point M de coordonnées X. Donc il doit être fonction de X. Il est créé par les deux charges Q1 et Q2. Donc il doit être fonction de leur valeur Q et de leurs coordonnées A. Comme pour le potentiel, la première étape pour calculer le champ électrique, c'est la somme. Le champ total, c'est la somme des champs élémentaires, mais cette fois-ci, c'est une somme vectorielle, où E1 est créé par la charge Q1 au point M, E2 créé par Q2 au point M. Je rappelle que s'il y avait une charge au point M, vous devez bien sûr la négliger parce que si vous prenez la distance entre cette charge et le point M, vous allez trouver qu'elle est égale à 0 et vous ne pouvez pas diviser sur 0. La deuxième étape maintenant, c'est le schéma et ici, c'est une étape essentielle.
parce que vous devez représenter les vecteurs élémentaires EI pour trouver le champ total E. Et faites attention, vous devez représenter chacun des deux vecteurs E1 et E2 soigneusement, avec ces 4 éléments qui sont le point d'influence, le sens, la direction et le module. Ces 4 éléments, vous les trouvez dans la clé qui définit les champs E1 et E2. Commençons par le point d'influence. Où est-ce que vous êtes en train de calculer le champ? C'est au point M. C'est le point d'influence des deux vecteurs E1 et E2. La direction de E1, c'est la droite qui lie le point M à la charge Q1. La direction de E2, c'est la droite qui lie la charge Q2 au point M. Le sens du vecteur, c'est le signe de la charge qui le définit. Comme la charge Q1 est positive, le vecteur E1 est sortant de la charge Q1. Passons maintenant au vecteur E2 et suivons la même procédure. Le point d'influence, c'est M. Sa direction, c'est la droite qui passe par M et Q2. Comme la charge Q2 est positive, le champ E2 est sortant de Q2. Pour le module maintenant, avant de représenter le deuxième vecteur E2, vous devez comparer son module avec celui de E1. Est-ce qu'il est égal ou supérieur ou inférieur? Nous avons les mêmes charges Q et une géométrie symétrique à l'axe OX. Donc la distribution de charge est symétrique par rapport à l'axe OX. Ça signifie que E2 est symétrique à E1 par rapport à OX. Il a donc le même module. La troisième étape maintenant, c'est calculer le module total en fonction des modules élémentaires. Nous allons faire la projection du champ total E sur les axes OX, OY et OZ. Écrivons tout ça dans notre solution. Le champ total est la résultante des deux vecteurs E1 et E2. Comme ces deux vecteurs sont symétriques par rapport à l'axe OX, est parallèle à X et a donc une seule composante qui est EX égale au module E. Pour calculer E, nous avons 3 chemins possibles. Premier cas, c'est le cas le plus général qui est la projection sur les axes OX, OY et OZ. Deuxième cas, la formule générale de la résultante de deux vecteurs. Le troisième cas, c'est les relations trigonométriques dans le cas où il y a un triangle droit. Nous sommes dans le troisième cas puisque nous avons un losange dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent au milieu. La moitié de la diagonale représente le côté adjacent de l'angle droit et est égal à E sur 2. Donc, d'après la fonction trigonométrique, E sur 2 est égal à E1 multiplié par cosinus l'angle alpha. Et voici E en fonction de E1 qui est l'objectif de cette troisième étape.
Dans la quatrième étape, nous allons calculer le module E1 pour le remplacer dans l'expression de E. Venons à la clé pour déterminer ce module. Nous allons utiliser la loi E est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Et d'après la définition, E c'est le E1 et notre charge Q c'est la charge Q1. La distance R, c'est la distance qui sépare M de Q1, c'est-à-dire R1. Voici donc E1 en fonction de Q1 et R1. Objectif de l'étape 4 réalisé. Nous passons maintenant à l'étape finale qui est E, fonction de Q1 et X. Nous allons remplacer l'expression E1 que nous avons trouvée dans l'expression de E. Nous obtenons cette formule en fonction des inconnus Q1, alpha et R1 que nous devons exprimer en fonction des données QA et X. Q1, c'est la charge Q. R1, nous l'avons déjà trouvé, c'est la racine carrée X carré plus A carré. Pour trouver alpha, bien sûr, nous n'allons pas réutiliser le même triangle, mais nous allons chercher un autre triangle en utilisant la géométrie de l'exercice. Vous remarquez d'après le schéma que l'angle qui sépare R1 de X, c'est aussi l'angle alpha. Cos alpha est donc égal à X sur R1, c'est-à-dire X sur la racine carrée de X carré plus A carré. Nous allons remplacer tout ça dans l'expression de E, c'est-à-dire le alpha, le R1, le Q1, pour trouver enfin l'expression de E, fonction de Q, A et X. Ainsi, notre objectif est réalisé. Nous allons maintenant comparer l'expression de E avec la dérivée de V par rapport à X. Pour comparer les deux expressions, nous devons les simplifier. E est déjà simplifié. Nous allons maintenant calculer dv sur dx. Nous dérivons d'abord a carré plus x carré, ce qui nous donne 2x. Ensuite, 1 sur la racine carrée. Enfin, voici la dérivée. Nous allons comparer cette expression avec celle de E déjà calculée dans la section précédente. Nous trouvons que le champ sur l'axe OX est égal à moins la dérivée de V par rapport à X. Ce résultat a bien sûr une explication physique. Nous devons justifier ce résultat en utilisant des formules et des lois physiques. Le champ électrique, par définition, c'est le gradient d'un potentiel électrique, c'est-à-dire c'est la dérivée d'un potentiel électrique.
Le vecteur gradient du scalaire v, c'est la dérivée partielle de v par rapport à x multipliée par le vecteur unitaire x, plus la dérivée partielle de v par rapport à y multipliée par le vecteur y, plus la dérivée partielle de v par rapport à z multipliée par le vecteur unitaire z. dv, c'est la somme des dérivées partielles par rapport à une certaine variable multipliée par la différentielle de cette variable. La dérivée partielle de v par rapport à x, c'est tout simplement la dérivée de v par rapport à x en considérant y et x comme étant des constantes lors de la dérivation. Lorsque nous avons une seule variable x, dans ce cas, la dérivée partielle des rangs v sur des rangs x est égale à dv sur dx. D'après notre exercice, nous avons une seule variable qui est x et une seule composante qui est e. Donc, il ne reste du vecteur gradient que la composante ex égale à moins des rangs v sur des rangs x qui devient moins dv sur dx. Et la composante ex est égale, en valeur absolue bien sûr, le module e. C'est ce qui explique le résultat obtenu. Dans la dernière question, nous allons calculer le travail effectué par la force électrique pour déplacer une charge d'un point A jusqu'à un point B. Attribuant à cette nouvelle charge le symbole grand Q et déterminons notre objectif. Donc nous allons calculer le travail nécessaire pour déplacer la charge grand Q de la coordonnée XA jusqu'à la coordonnée XB. Et je répète que c'est nécessaire d'écrire cet objectif bien déterminé au début avant de commencer le travail. Remarquez que si vous ne donnez pas de nom à ce nouveau-né qui est la charge grand Q, vous n'allez pas pouvoir résoudre votre exercice. Pour calculer le travail, nous avons trois possibilités. La première loi, le travail est égal à l'intégrale de la force par rapport au déplacement. La deuxième loi, le travail est égal à la variation de l'énergie potentielle électrique. La troisième loi, le travail est égal à la variation de l'énergie cinétique. Bien sûr, ce troisième cas n'est pas applicable aux exercices de l'électrostatique puisque les charges sont statiques. Le chemin le plus facile, c'est celui de l'énergie potentielle qui est liée au potentiel. Et dans notre exercice, nous avons déjà la formule de V en fonction de X. Il est possible d'utiliser la première loi, qui est l'intégrale de f dl. Pourquoi? Parce que f est connu le long du trajet xa jusqu'à xb. Du fait que la force est égale à la charge Q multipliée par E, qui est déjà calculée. Pour le déplacement dl doit être égal à dx00 parce qu'il n'y a pas de déplacement sur y ni sur z. Je rappelle que puisque E est égal à moins grade V, F donc est égal à moins grade EP. Donc la première formule ou la loi W égale à l'intégrale de F dl est équivalente à la loi W est égal à l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. Rappelons aussi qu'il faut faire la différence entre le travail de la force électrique qui est égal à l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale et le travail d'une force extérieure qui est égal à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Et l'exercice 3 est un exemple. Pour distinguer les deux cas, faites la comparaison entre le cas où vous faites vous-même le travail en montant un escalier et entre le deuxième cas
ou vous montez un ascenseur, et dans ce cas, c'est un travail d'une force extérieure. Après ce rappel, revenons à la solution. Première étape, la loi que nous allons utiliser, c'est le travail est égal à l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. Pourquoi? Parce que c'est la force électrique qui a effectué ce travail. Donc EPA moins EPB. Puisque le déplacement est effectué de A vers B. L'énergie potentielle est égale à la charge Q fois V. Enfin, la formule de W, c'est Q fois VA moins VB. Je rappelle ici que dans l'expression ou la loi de l'énergie potentielle, vous trouvez la charge Q qui subit l'influence de la force électrique multipliée par le potentiel au point où la charge est mise. Les charges Q1 et Q2 qui produisent le potentiel et le champ, vous les trouvez dans les formules de V et de E. Maintenant, nous allons exprimer dans la deuxième étape le travail en fonction des données qui sont QA, XA et XB. Puisque le potentiel V est fonction de QA et X, et nous allons remplacer X par XA et XB. Utilisons donc la formule de V déjà calculée dans la première section pour remplacer VA et VB pour trouver enfin la formule finale du travail. Dans l'étape finale, pour trouver la valeur de W, nous allons remplacer grand Q par sa valeur 6 fois 10 puissance moins 6 coulombs, petit q par 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, A par 1 angstrom, XA est égal à 3A, XB est égal à 4A, et ça suivant les données de l'énoncé de cet exercice. 1 angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Finalement, nous trouvons le travail exprimé en joules. Ainsi, nous avons terminé notre exercice. Je vous demande de faire une petite comparaison entre le cas d'une distribution discontinue et le cas d'une distribution continue. Pourquoi? Vous allez certainement constater que nous allons suivre exactement les mêmes étapes, sauf que dans le cas d'une distribution discontinue, on utilise la somme, alors que dans une distribution continue, nous utilisons l'intégrale. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.